Pas trop où je vais aller, je vais me laisser porter par le chemin. Alors déjà il faut peut-être resituer un petit peu le contexte de pourquoi je dis que je suis presque un digital nomade. Alors tout simplement je bouge beaucoup parce que ma situation actuelle professionnelle me le permet, mais je précise que je ne bouge pas pour le travail, je bouge en dehors du travail, mais j'ai une grande souplesse dans mon emploi du temps. Alors là j'ai peur de retourner vers la route, ça m'embête un peu. Je préfère aller là-bas, essayer de contourner les temps. J'ai pas trop comment. Parce que là, on est juste à côté de la route et il y en a tout à l'heure, ils passaient en Mustang. Alors, je vous raconte pas, ça résonnait dans tout le col. Là, on est dans le col de la Vologne, je sais pas quoi. On est dans un col et ça résonne beaucoup. Et il fait assez beau pour un mois d'avril, c'est à noter. Donc, voilà, ma situation professionnelle actuelle me permet d'avoir un emploi du temps assez souple. Donc, parce que là, je suis en télétravail. Alors, je sais pas s'il y a un chemin là, on va essayer d'aller voir. Je suis pas du tout sûr que ce soit vraiment là qu'il faut aller. Mais si on veut quitter la route, alors là c'est un peu boueux, donc je pense que c'est pas par là. Malheureusement, non. Là je suis en train de m'enfoncer, donc c'est dangereux. Ouais, on s'approche de l'étang qu'on a vu là, et plus la terre devient limite sable mouvant, donc j'ai peut-être pas envie d'enfoncer ma grolle et de la perdre. Alors voilà, je suis en télétravail, et je n'ai pas de présentiel obligatoire à part, on va dire, une fois dans l'année où je vais à l'entreprise pour un petit peu me montrer, mais c'est même pas pour travailler vraiment sur mes projets à moi, c'est juste pour participer à une espèce de représentation, une démonstration technique que l'entreprise fait régulièrement pour montrer à ses clients. Et puis je viens aider, apporter un coup de main. Donc voilà, c'est tant pis, on aura le bruit des bagnoles, mais tant pis, on est obligé. J'espère qu'à un moment donné, on va s'écarter un petit peu. Même là, c'est un peu mou. C'est vraiment marrant ça. La terre elle est molle, hein. Il y a beaucoup d'humidité, ça veut dire. Alors, j'espère que quand on va aller dans le chemin qu'on voit devant, ça va être mieux. En tout cas, moi tout ce que je voulais c'était pouvoir. Parce que moi j'ai même mon casse-dalle dans le sac à dos. Donc on verra si éventuellement on va se poser durant la vidéo ou pas pour que je vous fasse un petit peu profiter de ma halte. Mais il faudrait trouver un coin pour s'asseoir. Putain. Ah bah ça y est, j'ai les grolles toutes mouillées. Putain de merde. Ah ouais bah ça y est quoi. Je me suis fait. Bon, bah, c'est pas grave, ça va sécher, je pense. Vu que j'ai des sandales aérées sans chaussettes, ça devrait sécher au bout d'un certain temps. Putain, je m'enfonce, regardez, putain. Ah bah ça y est, là j'ai les grolles toutes mouillées. Bon, c'est les risques du métier. Hein. Aller en montagne, enfin en montagne, ouais, c'est pas autre chose que de la montagne. Certes, c'est pas le massif central, mais voilà sur quoi on tombe. Parce que moi, je suis pas un fin connaisseur, c'est assez rare que je vienne ici. D'habitude, je vais faire les tours des lacs de Longemer, etc. Donc, bon, ça y est, on est retourné sur la terre ferme. Bon, heureusement que j'ai pas des baskets parce que là, c'était foutu. Hein, parce qu'après, ça n'aurait pas pu sécher. Là, au moins, j'ai les chaussures à l'air. Ça, regardez. J'étais obligé de passer par ce petit passage. Puis là, c'est mieux. Je repartirai par là au retour. Voilà, je repasserai par là, c'est plus sec parce que là, on n'est pas loin d'un étang et j'ai même pas pu m'approcher de l'étang. Tu vois, j'aurais bien aimé, hein, tu vois. Enfin, c'est pas grave. Donc voilà, je reprends le fil de la discussion. Donc voilà, en fait, je crois que j'ai trouvé, franchement, donc un format hybride. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez développé sur Internet. C'est d'avoir un logement fixe, plus, évidemment, la capacité de régulièrement partir. Parce que là, on est quel jour? Que je dise pas d'ânerie. Je sais même plus quel jour on est. Alors là, franchement, je sais plus quel jour on est. C'est dingue. Je suis arrivé. Je sais même plus quand est-ce que je suis arrivé. Je sais que je pars mardi et que j'ai pris 3 nuits. Donc de lundi à mardi soir, ça fait une nuit. De dimanche à lundi, ça fait une autre nuit. Et de samedi à dimanche. Donc en fait, voilà, on est dimanche aujourd'hui. Voilà. Donc on est dimanche. Voilà. Et donc je me suis pris, entre guillemets, un gros week-end. Mais attention, moi finalement, je vais quand même bosser. C'est-à-dire que j'emmène mon ordinateur et l'ambiance dans laquelle je suis me permet, quand je rentre chez moi, d'être super productif, d'avoir plein d'idées, parce que je fais un truc créatif, c'est-à-dire développement informatique, aidé par l'intelligence artificielle qui m'aide à aller plus vite. Mais il faut toujours une pointe de créativité, parce que en fait, ça change pas la donne. Hein. C'est-à-dire que au lieu de développer du code, je développe des fonctionnalités. Voilà. Et développer des fonctionnalités, c'est tout aussi intéressant que de développer du code. Parce que quand tu développes du code, ton but, c'est de développer des fonctionnalités. Mais sauf que tu le fais à bas niveau. Donc je ne veux pas rentrer dans des considérations trop techniques, mais juste pour dire que ne croyez pas que parce qu'on est dimanche, ne croyez pas que parce que j'ai pris un grand week-end, eh bien tout simplement c'est que du farniente, et c'est pour vous expliquer que le nomadisme aide au travail. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent
à la base, se faire des fausses idées sur le télétravail, le nomadisme. Parce que évidemment, bon, déjà pour commencer, mon meilleur matériel, il est chez moi. Là, quand je pars, là, j'ai un petit ordinateur portable Dell avec un écran assez ridicule. J'ai un autre portable qui est plus grand, mais du coup, comme il est plus grand, il y a une plus grosse batterie, tout ça. Puis c'est un PC de gamer, donc plus lourd. Donc non, je préfère le petit Dell. Mais bon, un petit portable Dell, je pourrais pas travailler avec à longueur d'année. Donc c'est vrai que retourner chez moi, justement, ça, c'est pour vous dire que d'avoir une maison fixe avec un matériel un peu plus sophistiqué pour le télétravailleur, mais avec une tablette, avec à la limite un ordinateur portable, mais aussi pourquoi pas un smartphone. Faire certaines choses en déplacement, ça fonctionne et ça permet de continuer de développer ses idées pour ceux qui ont quelque chose de créatif. Mais en général, ceux qui sont en télétravail, ils font des choses qui sont assez créatives. C'est assez rare d'être un robot. C'est plutôt un travail de recherche documentaire, d'écrivain. Les écrivains travaillent souvent chez eux. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien écrire un livre bientôt là, mais ce sera un livre assisté par l'intelligence artificielle. Donc on va me crier dessus, mais pas grave. Tant pis, je le ferai. C'est pour le délire, pour apprendre, pour évoluer. Donc voilà, voilà, j'essaie de vous situer un petit peu le contexte actuel que je suis en train de développer. Et on va dire que ces derniers temps, j'ai pris conscience de la chance que j'avais, parce que je sais que c'est éphémère une telle chance. C'est l'arrivée des agents de codage, justement, qui sont si puissants, qui m'ont montré que ce qu'était la vérité d'un jour n'est pas forcément la vérité de toujours. Donc si aujourd'hui, toi, tu te retrouves dans une situation qui est agréable, ton business, il marche bien, tu es libre, tu vois, tu es au soleil, comme ça, toi, tu te balades, et puis, en fait, tu es heureux, tu fais ce que tu veux, tu as de l'argent, et que tu ressens un certain ennui. J'ai ressenti parfois cet ennui, je ne vous le cache pas, mais grâce à cette prise de conscience que j'ai fait, que tout est éphémère, même ce que tu as mis 15 ans à construire, parce que pour en arriver là, j'ai galéré 20 ans, même plus, et j'ai fait tous les trucs merdiques, j'ai fait de l'intérim, j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai fait ce que je pouvais, tu vois. Et je croyais que j'avais acquis quelque chose en fait. Tu vois, je me dis, ça y est, j'ai trouvé une situation où je suis en CDI, je suis en télétravail, je fais un travail que j'aime, tu vois, bon, il y a des moments difficiles, hein, je te le cache pas, mais et même avec l'intelligence artificielle. Je veux dire, l'intelligence artificielle n'enlève pas les frictions avec les personnes quand il y en a. Bon, moi, j'ai pas trop de frictions encore à me plaindre, mais j'imagine que c'est des choses qui pourraient s'amplifier. J'en ai des petites, mais des normales si tu veux. Mais je vois que rien ne prémunit, même pas l'IA ne prémunit des difficultés qu'on peut parfois rencontrer en entreprise. Donc, vous voyez comme c'est magnifique. Eh ben, j'en prends conscience. C'est ça, vous voyez, ça, je prends maintenant conscience que ça demain, à la place, c'est le paysage d'une usine ou d'un McDo dans lequel je suis en train de frotter le sol. Parce qu'on ne peut pas savoir, on ne peut plus savoir ce qui va se passer. Les changements sont tellement fondamentaux dans la société maintenant, ça évolue tellement vite, il y a tellement... on l'a vu avec le Covid est venu tout bouleverser très rapidement. En mars 2020, quand le Covid est arrivé, il a fallu qu'une semaine ou deux pour changer fondamentalement les règles de la société. Et après, on a vu dernièrement, c'était les fabricants de voitures de BMW qui commençaient à mettre des robots humanoïdes pour remplacer certains postes, faire certains tests. Alors tout ça est encore pas très au point, hein, c'est sûr. Mais on voit que on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc en fait, si tu l'as mal diversifié, si tu as tout mis dans que 2 banques par exemple, et que ces 2 banques font faillite, parce que des banques qui font faillite aux États-Unis, il y en a déjà eu. En France, ça a failli quand il y a eu la crise de 2008. Faut savoir un truc, les amis, c'est que moi je suis au Crédit Agricole, mais ça m'empêche pas de savoir aussi qu'en 2008, ils ont failli faire faillite. C'est passé pas loin. Ils sont passés pas loin de la correctionnelle. Pourquoi ? Parce que les banques, elles jouent avec notre argent, elles ne le devraient pas. Il devrait y avoir une loi. Ils n'ont jamais voulu la faire, comme par hasard, cette loi. C'est une loi qui dit qu'avec l'argent des gens, les banques ne devraient pas jouer en bourse. Et c'est ce qu'elles font. Elles boursicotent. Elles jouent à la roulette. Moi qui suis joueur de roulette, je comprends très bien quand ils se prennent pour des Jérôme Kerviel à jouer avec notre argent. Mais sauf que quand il y a une crise systémique, comme en 2008, qui venait d'ailleurs des États-Unis, ce qui montre qu'on est très relié à eux et qu'on est très dépendant à eux. Et donc, ce qui est en train de se passer avec la guerre montre que les répercussions que pourrait avoir la guerre sur les États-Unis pourraient finalement en avoir une sur nous. Enfin, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr ni d'avoir fait une big école de commerce pour vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Hein. C'est que on est maintenant dans une situation économique instable, évolutive de manière très brutale, alors qu'avant les changements techniques se faisaient plutôt insensiblement au fil de l'eau.
On a vu arriver la vapeur à une époque. Bon, bah, c'est quand même pas tout de suite après qu'est apparu, comment dirais-je, le kérosène. Enfin, ça suivait son rythme. C'était, je sais pas comment expliquer. Peut-être que je me trompe, peut-être que je connais mal mon sujet, mais de ma perception à moi que j'ai, pour moi, les choses vont plus vite maintenant. Alors que ça se trouve, elles vont. En fait, c'est juste une appréciation. Mais en tout cas, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui tu as la chance d'avoir la vie que tu veux mener, la vie de rêve, et que quelque part tu ressens un ennui, ce qui est tout à fait normal, parce que quand on obtient ce qu'on désire, on finit toujours par avoir une certaine lassitude. Si tous les jours tu te réveilles sur une plage de cocotiers, bon bah au bout d'un moment la plage de cocotiers c'est comme le métro. Quand tu prenais le métro à Paris, au bout d'un moment le métro tu le vois plus quoi. Tu vois même plus les flaques de piste, tu vois. Bon bah là les cocotiers tu les vois plus, tu vois. Alors c'est sûr, faut mieux. On dit que la misère est meilleure au soleil. Regardez là, je me sens miséreux parce que je suis un simple être humain devant l'adversité de l'infini de l'univers, mais je préfère ressentir cette infinitude et cette médiocrité parcellaire que je suis en tant que petite particule. Bah, je préfère ressentir ça au soleil comme là je suis en train de le ressentir, plutôt que dans le froid d'un automne pluvieux à Dunkerque. Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant j'ai pris conscience de la chance que j'avais, malgré dans les moments difficiles que c'est nécessaire, parce que même si tu as soi-disant la vie, il y a toujours des moments creux, et c'est là comme par hasard que les doutes vont revenir. Les doutes, ils sont pas là justement dans les bons moments. Si tu es par exemple aujourd'hui digital nomade et que tu peux te balader dans des super endroits, podcaster comme je suis en train de le faire, parce que bon, il y en a, ils le font depuis l'Asie, depuis n'importe où. Bah là, moi, je le fais depuis les Vosges. Et je me prends pour un espèce de globe-trotter. Mais en fait, non, je suis à combien de kilomètres de chez moi? Je suis même pas à 100 bornes de chez moi, quoi. Là, en fait, moi, j'ai la chance d'habiter pas loin des Vosges. Donc, j'ai pas besoin de faire le tour de la planète pour voir des super trucs. Vous voyez, ici, c'est un endroit, et des endroits comme ça, je peux en trouver tout le temps des nouveaux, jusqu'à la fin de ma vie. Parce que, en fait, la région est tellement riche. Là, regardez, on voit encore des taches de neige là-haut, alors qu'on est en plein mois d'avril. Bah, ça, si j'étais pas venu pour le voir, je l'aurais peut-être pas forcément cru. Vous voyez, donc ça, je vous montre bien qu'il y a encore une tache de neige. J'ai l'impression que si je voulais y aller à pied, je serais mort avant. Donc, en voiture, en 10 minutes, j'y suis, hein. Donc, je suis pas loin de la neige, en plein mois d'avril. Enfin, on est fin avril, on est bientôt au mois de mai, ce qui est encore plus impressionnant. Bon, évidemment que les gens, ils sont pas en train de skier. Et là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en train de se balader. J'ai croisé encore pas grand monde. J'ai vu quelqu'un au loin tout à l'heure. Et puis là, on voit des personnes un peu... Bon, bah, j'espère que... J'ai pas envie de les filmer parce qu'après, il y a le droit d'auteur. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est ça. C'est que quand... Même, il y a deux aspects. Il y a l'aspect où tu t'ennuies dans les bons moments. Et puis, tu doutes dans les mauvais. Et en fait, il faudrait essayer d'équaliser ces deux choses-là en te disant, bah, de toute façon, globalement, j'ai de la chance. Par contre, si tu es dans une situation qui te déplaît, presque tu as de la chance. Parce que tu vas devoir te battre pour t'en sortir. Et je me rappelle à l'époque où je me battais finalement pour me sortir de la merdouille. Moi, j'étais vraiment dans la galère. À une époque où il n'y a pas de quoi faire une dépression. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans mon esprit, j'étais dans un plan clair. C'était de m'en sortir. J'étais comme dans une mission. J'étais focus sur le fait de m'en sortir. Donc quelque part, j'avais pas le temps trop de contempler, comme là, je suis en train de contempler ma situation. En fait, je suis dans une vie contemplative. Presque si je me pose des problèmes, bah, ça va être des problèmes imaginaires. Presque si, il y a pas longtemps, je me suis posé des problèmes imaginaires avec la roulette. Je voulais absolument devenir ultra bon, ultra vite. Mais au nom de quoi? C'était une lubie. Je m'étais mis une lubie. Non, bah, je mettrais mon temps. S'il faut 3 ans pour que je m'améliore, bon bah c'est sûr, je suis passé dans une formation professionnelle de joueur de roulette qui est animée par Juliette Joetz, mais c'est pas parce que j'ai fait cette formation, tout ça, que je dois me mettre une pression quelconque. Non, je mettrai le temps, etc. Et en fait, c'est typiquement ça le truc, c'est qu'on se pose des problèmes imaginaires. Parce qu'en plus, moi, j'ai même pas besoin d'argent, en fait. Donc c'est juste accessoire, c'est comme aller jouer à la pétanque le dimanche, tu vois. Donc, qu'est-ce que je veux dire? À l'heure actuelle, oui, mes problèmes, j'en ai. Je ne veux pas te cacher qu'il y a des petits soucis. Les petits soucis, bah, ça peut être des petits soucis de logistique. Il y a toujours des soucis de logistique, hein, tu sais, il faut toujours s'occuper de tout, quoi. Tu vois, je veux dire, tu as une baraque, tu as une maison, bah, il y a des choses à s'occuper, mais ça, c'est rien. C'est que dalle par rapport à celui qui lutte pour avoir une maison. Tu vois, là c'est un vrai problème. La logistique c'est comme ceux qui me disent, ouais, ben, si tu hérites d'un château, tu vas devoir t'en occuper. Bah, déjà, si tu le revends pas et que tu le gardes, bah, c'est que tu as les moyens de t'en occuper. Sinon, tu le revends. En fait, il n'y a pas réellement de problème de riche, en fait. C'est un mot qui devrait même pas exister, en fait. Donc, voilà. J'aimerais en avoir plus des problèmes de riches. J'aimerais qu'on m'en colle plus sur le dos.
Bah, je préfère des problèmes de riches que des problèmes de pauvres. Ça, c'est clair. Mais en vérité, les problèmes de riches n'existent pas vraiment. Et puis, être riche n'existe pas vraiment. C'est surtout ça le truc. En fait, en vérité, c'est plus fin, en fait. C'est que ce que j'essaye aujourd'hui de vous dire, au travers du fait que je vous dis que les choses sont instables, c'est que qui te dit aujourd'hui que même tes millions d'euros peuvent te protéger au final d'un problème qui viendrait survenir et qui serait insoluble par l'argent, quoi, qui serait irrésolvable, je ne sais pas si ça se dit, insoluble peut-être, insoluble par l'argent, on ne résout pas tout, mais on a tendance à oublier que ce qui est le plus important, c'est la santé. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à minimiser. Bon, il y en a, ils vont se muscler au détriment de leur santé. Donc en fait, on voit que c'est pas si simple. S'occuper de sa santé, avoir une influence sur elle, des fois ça dépend pas que de toi. Il y a des gens, des fois, ils ont des maladies qui sont héréditaires. Et tant qu'il n'y a pas de traitement qui ont été trouvés, ils vont devoir vivre avec. Et quel que soit leur argent. Donc tu vois, en fait, bref. En fait, je vais revenir un petit peu plus au sujet du nomadisme, parce que là, je me suis un peu écarté du sujet, désolé. Mais je crois que c'est un peu ce paysage qui me... J'ai l'impression de prendre du LSD, quoi. Regardez-moi comme c'est magnifique. J'adore. J'adore, j'adore. Il y a des couleurs magnifiques. Regardez-moi ces beaux arbres à la fois vert foncé, vert... La nature, tu peux pas... T'as beau prendre n'importe quelle IA, jamais une IA ne fera aussi beau que ça, et aussi varié, et aussi naturel et authentique. C'est ça la nature, et pour ça qu'on aime la nature. Mais bon, revenons à nos sujets. Donc voilà, le nomadisme. Alors c'est quelque chose qui, moi, peut m'intéresser. Le vrai nomadisme. Je pense que c'est parce que j'ai encore de la famille dans la région. Je pense que il y a différentes raisons aussi d'ordre matériel. Je suis un petit peu retenu par le matériel. Voilà. Tout ça, c'est pas très glorieux, mais en tout cas, j'en ai conscience. J'en ai conscience que si aujourd'hui, parce que mon patron, on a discuté de ça une fois, et il se dit, si plus tard il a envie de partir, mais ça se trouve, il sera même plus là. Parce qu'en fait, lui, il va pas chercher à savoir si dans 4 ans, est-ce que je vais pas me barrer, machin. Lui, il veut que je lui produise ce qu'il a, lui, il a envie que je lui produise maintenant, et c'est exactement ce que je fais. Mais là, tout de suite maintenant, il est vrai que je pourrais tout le temps partir sur la route, mais évidemment, pour que ça revienne à un prix honnête, il faudrait que je le fasse dans un autre pays que la France. Le problème, il est plus là, c'est que là, donc le reste du temps, quand je vois, là, typiquement, c'est pourquoi je vous disais que c'était un exemple typique, c'est que vendredi ou... Non, samedi matin, je me dis, ben, en fait, il fait beau, hop, je regarde sur booking.com, et je trouve un logement super cool, vraiment bien, avec une vue magnifique sur toute la vallée de Gérardmer, pour 3 nuits, dans une région assez touristique, parce que là, il y avait quand même... je vous raconte pas, samedi après-midi, au lac de Gérardmer, c'était... voilà, c'était Saint-Trope, quoi. Il y avait vraiment du monde. Et là, tu les voyais, ils vendaient des glaces par palette, quoi. Tu vois, les glaces, les gaufres, ça partait par palette. C'était vraiment, ils faisaient leur beurre, tu vois, et ça fait plaisir pour eux d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que trouver un logement comme ça, bien placé, presque neuf, l'immeuble il est neuf, refait à neuf. Je sais pas s'il est neuf ou s'il a été refait à neuf, mais pour moi le résultat c'est que j'arrive là-dedans, tout est nickel. Bon, il y avait juste la bouilloire qui marchait pas, mais ça c'est le lot de tous les... Enfin, tu vois, tu peux pas tout avoir de parfait, mais globalement je suis content. Tu as une télé sur un bras, tu vois, c'est stylé, tu vois, t'as une télé sur un bras, tu peux orienter la télé comme tu veux. Voilà, tu as un balcon, tu as une baignoire, et ça, je kiffe. Il y a de l'eau chaude et un bouchon, parce que des fois, tu as des baignoires et t'as pas d'eau chaude. Des fois, tu as des baignoires avec de l'eau chaude, mais le bouchon, ils ont fait exprès qu'ils puissent pas boucher la baignoire. Bah oui, en fait, ils veulent faire des économies. Bon, je trouve le procédé un petit peu douteux, mais là, il semble qu'il y a un vrai bouchon. Bon, je l'ai pas testé, mais visuellement, il m'a l'air déjà pas mal. C'est un vrai, déjà. C'est un truc qui va dedans. Parce que des fois, en fait, c'est le bouchon, mais il va pas pour la baignoire. Donc toi, tu le mets, et ça se vide, donc tu peux pas remplir la baignoire. Donc vous voyez, il y a, à force de prendre comment on appelle ça, non, c'est pas des chambres d'hôtel du coup, c'est des chambres d'hôtes en fait quelque part. Oui, c'est ça, c'est une chambre d'hôte et sans hôte. Là, il n'y a pas d'hôte, donc ça c'est un autre nom encore. Parce que là, tu prends ta clé, elle est dans une boîte spéciale avec un code, donc tu arrives, tu n'as même pas de contact humain. Donc des fois c'est un peu chiant, des fois c'est bien. En fait, ça dépend. Si tu veux du contact humain, bah, essaye de prendre justement un hôte avec une chambre d'hôte plutôt qu'un gîte. Bonjour. En fait, oui, la chambre d'hôte, tu vas avoir un hôte qui va s'occuper de toi, mais qui bien souvent va essayer de te refourguer quelques petits produits au petit déjeuner. Tu vois, déjà, tu vas prendre le petit déj. Bon, ok, tu dis c'est cool, je prends le petit déj, elle te fait un bon truc. Hein. Mais après, elle va te présenter ses produits. Le mois, elle m'avait présenté des produits à la curcumine, produits chimiques qui est dans le curcuma.
Et ça, c'est bon pour les articulations, pas de problème, hein. Le produit est bien, mais c'est des boîtes qui valent cher, tu vois, et j'ai pas pu résister. Le problème, c'est que j'ai pas pu, parce que tu vois, tu es dans une chambre d'hôte, qu'elle fasse du miel. Des fois, il y en a, elles te proposent des massages, tu vois, non sexuels, des trucs. En fait, tu peux pas résister. Donc, en fait, c'est bien, mais sauf quand t'as pas envie de dépenser. Et là, maintenant, je suis rentré dans le minimalisme. Et ça, je vous en avais parlé justement dans la vidéo qui s'appelait Je suis un mytho un peu tout. Je suis un mytho joueur de roulette. Je suis un mytho entrepreneur parce que je suis salarié et à côté j'ai une chaîne YouTube. Donc ça fait de moi un mytho entrepreneur et même un mytho salarié presque. Non, ça va. Salarié, je fais mon boulot correctement. Il n'y a pas à dire. Tout ce que je fais, je le fais en dehors de mon taf et ça, il n'y a pas de problème entre les deux. J'arrive à compartimenter ce que je fais. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, je peux pas être tout le temps sur les routes pour des raisons qui sont évitables. C'est-à-dire que je pourrais changer cette situation. C'est pas gravé dans le marbre, effectivement. Je pourrais, si je voulais, devenir nomade. C'est-à-dire que ce que m'avait dit mon employeur à l'époque, je l'ai pris, je l'ai noté, hein, j'ai dit, je n'oublie pas. Quand il m'a dit ça, ouais, si dans quelques années, tu pars plus loin. Mais moi, ça me fait du bien à l'heure actuelle encore d'être pas trop loin, parce que, en fait, si j'ai choisi justement cette vie de salarié, contrairement à la vie d'entrepreneur, tu vois, par exemple, je pourrais faire youtubeur ou n'importe quoi, bah, c'est pour avoir des contraintes. C'est-à-dire que travailler pour une boîte, tu as des vraies contraintes extérieures à toi. Mais en fait, je ne suis pas encore mature moralement pour franchir le pas d'être auto-entrepreneur. Tout simplement parce que je pense qu'on est formaté à la base. Moi, je pense que j'échappe pas à la règle. J'ai conscience de mon formatage. Je suis formaté. J'ai toujours entendu mes parents parler de salariat, d'employé. Tout ceci est devenu à la mode. YouTube est arrivé seulement en 2007. Et puis, c'est encore pas tout de suite que c'est devenu à la mode les digital nomades. Et donc, voilà, moi, je sais pertinemment que le mieux à terme est d'être auto-entrepreneur. J'ai parfaitement conscience que c'est ce qui est souhaitable pour être parfaitement libre et pour parfaitement profiter de la vie. Encore faut-il, mes amis, avoir, comment dire, la discipline de ne pas avoir de compte à rendre à part soi-même. Là, j'ai quand même si je vois rarement... alors après, j'ai quand même assez souvent, quand c'est nécessaire. Il n'y a pas de rythme, mais quand c'est nécessaire, j'ai des visioconférences avec mes responsables, parce qu'ils sont plusieurs. J'en ai deux. Donc à partir de là, j'ai une contrainte extérieure. Et ça m'aide beaucoup à justement, en transition, à devenir plus mature, parce que j'ai quand même acquis beaucoup plus de responsabilités que je n'en ai jamais eu dans d'autres postes. C'est-à-dire que je gère parfaitement mon temps, la façon que j'organise mon travail. Et déjà ça, c'est énorme, parce que déjà j'ai mis du temps. Il m'a fallu vraiment du temps pour y arriver. Parce qu'au départ, j'avais tendance à bosser n'importe comment. C'est ça, quand tu connais pas vraiment le délire du truc. Bien sûr, j'avais fait quelques postes, j'avais fait 6 mois à gauche, mais quand c'est des périodes courtes, bah, en fait, t'es drivé par la période courte. Ça fait un cadre autour de toi. Par exemple, quand on te dit, tiens, t'as un CDD de 6 mois en télétravail, bon, bah, tu sais que t'as un début, t'as une fin, donc quelque part, ça auto-organise un petit peu le travail. Par contre, quand ça fait longtemps, là ça fait longtemps parce que je suis rentré en mars 2023 dans le poste actuel où je suis, etc. Et ça fait long, parce que là il n'y a plus de fin. Et quand il n'y a pas de date de fin, tu es un peu en mode roue libre quelque part. Et donc il a fallu que j'apprenne à gérer mon temps, la manière la plus efficace possible, c'est-à-dire sans... Parce que, tu sais, il ne faut pas croire, mais quand tu es en télétravail, tu peux tomber rapidement, très rapidement dans le piège du surmenage. On pourrait croire que non, tu vas rien foutre, mais non, parce que c'est pas possible de rien foutre. Ne croyez, ça n'existe pas. Être chez soi, rien foutre, ça n'existe pas. Tu peux pas, parce qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, jouer aux jeux vidéo, regarder la télé ou rester dans ton lit à te palucher, au bout d'un moment, t'en as marre. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas bosser. Et le truc, c'est que des fois, une fois que tu bosses, tu peux plus t'arrêter. Le travail peut devenir une drogue, parce que en plus, quand ce travail-là est sur écran. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'on est accro aux écrans. Et j'essaie justement de travailler là-dessus en sortant beaucoup plus. J'ai compris avec le temps que j'étais accro aux écrans. Et ça posait justement problème dans ma volonté d'être meilleur joueur de roulette. Parce que si déjà à la base, tu es détraqué par les écrans, ça va pas pour être bon joueur, hein, pour être pro. Et donc, j'ai compris que mon premier travail, c'était de m'attaquer aux écrans. Les écrans, il faut en faire moins et mieux. Surtout quand c'est ton boulot, tu vois. Et surtout quand tu es déjà à la base un gros consommateur. Moi, je suis un très gros consommateur de vidéos YouTube. Et j'essaye justement maintenant d'écouter plus de podcasts. Parce que là, du coup, c'est beaucoup moins les podcasts, tu as juste à écouter. Et du coup, ça fait plus travailler l'imagination. T'imagines le bureau avec les mecs qui sont en train de podcaster et t'imagines le délire. Ah là, on approche un petit peu de logement.
mais c'est toujours aussi bien, hein. Les voitures sont assez lointaines, donc elles ne nous gênent pas pour l'instant. Alors là, on va partir un peu à gauche. C'est vraiment sympa, hein. J'adore, je suis heureux. Non, je pense pas que je vais manger avec vous. Je pense que je mangerai après la vidéo. Parce qu'après, pour poser la caméra, ça va être un peu galère. Et puis finalement, manger, c'est bruyant. Tu vois, en fait, il n'y a pas... J'ai déjà essayé de le faire un coup. Non, je ne l'ai pas gardé, la vidéo. Je l'ai effacée. Mais c'est pas évident de filmer un pique-nique. Donc on va continuer un petit peu, là. Tranquillou bilou. Donc, qu'est-ce que je disais? L'organisation de travail. Voilà, c'est un peu le concept phare quand on est auto-entrepreneur sur le web. Mais il ne faut pas tomber. Il y a deux travers. Soit tu tombes dans la boulimie de travail, tu ne sais plus t'arrêter. Moi, en fait, justement, avant que j'arrive à trouver un petit peu mon équilibre, je travaillais n'importe comment, n'importe quand. Tu vois, maintenant, le dimanche, c'est nada, niet. Tu sais, c'est comme une loi martiale. Il y a une loi martiale qui est ancrée dans mon cerveau. Je ne bosse pas le dimanche, ou en tout cas, si je le fais, c'est vraiment de manière légère comme une caresse. Tu vois, si j'apporte une caresse à mes dossiers, tu vois, je vais dedans, je les regarde vite fait et hop, je vais m'amuser, je vais jouer à Minecraft ou je ne sais pas quoi. Ça passe. Tu vois, on va pas dire que j'ai bossé, genre, parce que tu vois, moi des fois, je peux bosser 4 heures d'affilée, tu vois. Y a pas de problème. Mais c'est rare que j'aille dans les 5. Ça m'arrive de bosser jusqu'à 5 heures max d'affilée, hein. Tu vois, avec des petites pauses, genre je me lève pour pisser. Tu vois, j'ai des haltères à côté de mon bureau. Hop, je fais 2-3 haltères, hop, je retourne bosser, machin. Enfin, le truc, ça c'est le premier travers. C'est que évidemment, on pourrait se dire, mais c'est pas grave. Oui, les seuls qui vont être contents, c'est tes employeurs, mais ne crois pas qu'ils seront contents à long terme. Parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas craquer. Donc moi, j'en ai fait des mini burn-out. C'est des moments où vraiment, tu as trop tiré sur ton système nerveux. Parce que le système nerveux, il est fourbe. C'est un peu comme à la roulette. Ce qui se passe dans le temps d'une session de roulette très intense, par exemple, si tu joues 3 heures à la roulette et que c'est super intense, et puis ensuite, tu t'en rends pas compte, mais tu renchaînes le lendemain sur 3 heures de roulette encore, parce que tu es un peu accro. En fait, tu es en train de tirer sur ton système nerveux. Donc là, ça, c'est c'est à court terme. Dans le boulot, quand tu travailles depuis chez toi, eh ben, c'est le même principe, mais à moyen terme. Et tu vas travailler, et insensiblement, parce que c'est moins intense. En fait, quand tu travailles sur ton PC, c'est quand même moins intense qu'une partie de RAE, par exemple, avec le bruit des machines à sous autour, etc. Après, pour moi, que je suis très débutant dans le jeu en ligne, moi, je suis plutôt à l'aise sur roulette terrestre, mais un peu trop à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est un peu trop à l'aise, on a tendance à se prendre pour le roi du pétrole. Et à la fin, c'est pas du pétrole que de là, c'est de l'air. Mais bon, ça, c'est pas le sujet de cette chaîne. Restons focus. Donc là, t'emmagasines en travaillant trop sur écran, t'emmagasines une fatigue nerveuse. Je pense à tous nos amis monteurs, tu vois, les gens qui font du montage YouTube sur ordinateur, Mac, etc. PC, Mac, tablette, ce que tu veux. Tant qu'il y a un écran qui émet des lumières comme ça, tu peux considérer que ton nerf optique va transmettre une espèce de flux énergétique à ton corps, en fait. Il y a une espèce de fréquence, à mon avis, qui est transmise par les yeux, et puis je pense qu'il y a une fréquence, je pense que l'outil informatique, l'ordinateur en lui-même, il dégage une espèce de fréquence. Je ne sais pas comment te l'expliquer, autre, complètement différente, par exemple, d'un arbre. Là, je sens les fréquences. Là, à l'heure actuelle où je te parle, je sens les bonnes fréquences. Et c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que c'est pas devant ton ordi que tu as les bonnes idées, hein. Donc il faut beaucoup bouger, il faut beaucoup faire de pauses. Et c'est ça aussi que j'ai compris dans ma nouvelle organisation. J'ai compris dans mon organisation que plus j'allais espacer mes sessions de travail, plus elles seraient productives et créatives. Parce que entre-temps, j'aurais laissé à mon cerveau le temps de faire des connexions, etc. Et maintenant, aujourd'hui, pour moi, faire du contenu, faire des programmes, c'est la même chose. Ça coule de source. C'est facile. Des vidéos, je peux t'en faire tous les jours sur des... C'est juste le temps qui me manque, tu vois. Donc, tout ça pour dire que ça, c'était le premier travers, c'est de travailler trop. Mais, putain, j'arrive pas à le dire, le deuxième travers. Et puis, évidemment, il y a le deuxième travers qui fait que les entreprises, elles ont tendance à pas trop aimer le télétravail. Elles l'ont aimé à une époque pour certaines raisons. C'est moins à la mode dans le management. Tout simplement parce qu'elles pensent que tu vas moins travailler. Et je suis assez d'accord avec le principe. Parce que je pense qu'il y a certaines tâches, ça dépend des tâches que tu fais. Bon là, je crois que je ne veux pas monter là-haut parce que c'est magnifique. Là, ça monte, hein. Donc on va peut-être se calmer. Là, je sais pas où ça va. On peut aller se balader là-bas, on va voir ce qui se passe, hein. Ça, de toute façon, c'est revenir sur nos pas. Mais en coupant à travers le champ. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je pense qu'effectivement, pour certaines tâches qui sont un peu plus verticales, j'ai envie de te dire, c'est-à-dire où tu dois juste exécuter un certain nombre de choses et que c'est assez répétitif,
bah évidemment, tu vas avoir tendance à minimiser, comment dirais-je, l'effort que tu vas mettre, l'effort répété, parce que c'est humain, en fait. Mais ce à quoi je réponds, assez bêtement d'ailleurs, je trouve que ma réponse, elle est très simple, c'est que, ok, si tu es en train de me parler d'un truc assez répétitif, dans lequel les gens vont avoir une tendance naturelle à moins en foutre parce qu'ils sont chez eux, et parce que tu vois moins de monde, c'est pas très dynamique, donc tu es là, tu pas très motivé à faire le gogol, à faire des tâches de singe, quoi, si tu veux. Tu vois, des tâches assez répétitives, pas trop créatives. Bah, en fait, eux, ils peuvent facilement vérifier la productivité derrière. Donc pour moi, c'est que soit petit a, ce sont des tafs qui sont mal définis. Donc c'est les managers, ils savent pas définir comment contrôler quelqu'un. Parce que en fait, la personne, tu le contrôles et tu dis, bah écoute, là, tu es en baisse de productivité ou t'as pas, voilà, machin. Et c'est facile à faire, même, et la personne, elle peut rectifier derrière. Mais si tu t'en fous puis que tu dis rien, bah oui, évidemment, ça va partir à volo. Ou soit c'est des métiers créatifs, et là, du coup, ça ne se discute pas. En fait, pour un métier créatif, tu es meilleur chez toi. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est-à-dire que j'ai jamais été aussi bon dans ce que je fais qu'en travaillant depuis chez moi. Parce que quand tu travailles, moi, je peux vraiment faire la différenciation. Parce que juste avant le poste que j'ai pris là, j'ai eu 2 postes. Un dont on va parler de que d'un seul, qui était un poste de 6 mois en tant que développeur dans une entreprise. Et il y avait quand même du télétravail. Il y avait jusqu'à 3 jours, je crois, de télétravail par semaine. Mais le simple format de travail, la manière dont on était managé, en fait, toutes les semaines, on avait une réunion globale et le manager, il faisait pas du cas par cas, il faisait du global. Tu peux pas faire ça. En fait, lui, il pensait pouvoir le faire et pensait que c'était efficace, mais ça ne l'était pas. Parce que quand tu as une équipe de 6 gugus qui font du travail créatif, bah, tu peux pas en 1 heure de réunion en parlant de manière globale, parce qu'en fait, il allait un petit peu s'attarder sur chaque cas, mais de manière extrêmement succincte. Et puis toi, devant les autres, tu avais peur de t'exprimer. Tu avais peur de dire quels étaient... Tu sais, c'était un petit peu le phénomène de honte en public. Donc en fait, moi, j'ai plus ce phénomène-là, parce que quand... Moi, j'ai fait en sorte d'être toujours avec une seule personne en visio. J'accepte pas... Enfin, c'est pas que j'accepte, c'est que je propose plus cela. Voilà, je propose plus à mes employeurs de dire ok, putain là ça commence à être mou, hein, ça me fait peur. Le sol est en train de se... Tu vois, mes pieds sont presque secs, je vous avais dit qu'ils allaient sécher. Bah, ils y sont presque, mais le problème c'est que ça recommence à être mou. Ça me fait peur. Bon, allons-y, mais faut faire attention, parce que je n'ai pas envie de tomber dans un trou. Là, on voit qu'il y a des trous. J'ai peut-être fait une connerie de venir là, mais maintenant que j'y suis, j'y reste. C'est un peu moins mouillé, parce qu'il n'y a pas d'étang tout de suite à côté. Enfin, il est de l'autre côté l'étang, mais il y a quand même une humidité qui est un petit peu comme dans les marais, si vous voulez. Un peu comme dans le bayou américain. Le bayou, c'est où déjà? C'est dans quelle région des États-Unis? C'est dans le Missouri aussi, je pense. C'est mouillé. Putain, je crois que je suis mal. Je fais machine arrière, j'ai pas envie de m'enfoncer. Ça me fout trop les boules. J'ai vu trop de vidéos sur internet. T'as bien l'air con, t'es obligé d'appeler les secours ou je sais pas quoi, dépenser de l'argent et machin et bidule. Non, non, on va pas faire le con, on va repartir. Déjà tout à l'heure, je me suis enfoncé de mes deux pieds. Bon, c'est tout. Je suis de nouveau mouillé, mais ça va vite sécher. Donc c'est super cool. J'ai des super godasses. C'est des Keen K2E. C'est formidable. En fait, c'est des chaussures de randonnée ouvertes. Ça, mon pote, c'est la meilleure chaussure de tous les temps. C'est solide. Tu peux aller dans l'eau, tu peux marcher, tu peux faire ce que tu veux. Ça bouge pas. Et tu vois, la semelle, elle est super molle. Pas molle. On n'est pas venu là pour parler groll. Donc en fait, bon, je pense que le sujet est peut-être pas si intéressant que ça. Je me suis peut-être trop attardé sur le sujet de l'organisation, machin. On va revenir un petit peu à des choses plus rigolotes, parce que parler d'organisation, de visioconférence, tout ça, je pense que ça ne va pas vous amuser beaucoup. Quoique c'est quand même assez instructif, mais en fait c'est un petit peu du détail. C'est du détail. Voilà. C'est des détails de la vie et chacun va rencontrer des détails différents. C'est ça le truc. C'est qu'il faut toujours essayer, quand on est sur YouTube, de faire du méta. Lors du détail, et ben toi, en face, tu vas peut-être ne jamais avoir à rencontrer cette situation que je décris assez spécifique. Mais pour conclure, déjà il faut apprendre. En fait, tout ça pour dire que pour moi, devenir digital nomade du jour au lendemain, soit tu as 20 ans et tu un peu rien à foutre, mais tu vois, quand tu arrives à un certain âge, tu vois, moi j'approche de la cinquantaine, je me voyais pas, en tout cas, du jour au lendemain, quitter la France, ouais, oui, non. Je préfère y aller étape par étape. Oui, c'est mon objectif. Je vais, peut-être même pas, mais ça dépend de mes revenus. Parce qu'en fait, si je quitte la France, c'est parce que mes revenus seront restés comme ça, tu vois. J'ai des revenus qui sont normaux, mais qui ne permettent pas de voyager tout le temps en France.
Si je gagnais plus, bah, je le ferais. Tu vois, j'irais en Allemagne, en Suisse. Tu vois, je resterais en Europe à me balader. Parce que j'adore l'Europe aussi, tu vois. Il y a des super coins en Europe, hein. Moi, j'adore la forêt, tu vois. Je sais pas si je retrouverais des aussi belles forêts en Asie ou des trucs comme ça, tu vois, alors que j'en ai à portée de main, tu vois. Mais le problème, c'est que pour être fuel nomade en France, ça me paraît compliqué avec la paye que j'ai, tout simplement. Donc, si j'arrivais à avoir un revenu complémentaire, si je devenais bon à la roulette, vraiment bon, hein, je te parle, parce que bon, là, je le repère des fois, tu vois, c'est instable. Mais si j'arrivais à stabiliser mon jeu à la roulette, bah, ça me ferait un complément de revenu qui pourrait m'aider à passer full nomade. Tu vois, je pourrais à la limite revendre tout le matériel que j'ai et avoir juste un sac à dos sur le minimalisme. Tu vois, en parlant minimalisme, ben voilà, là on y est. Juste un sac à dos, un ordinateur portable, un smartphone à la rigueur pour filmer tes balades et rouler jeunesse. Mais bon, on n'est pas de là. Donc tout ça pour dire que moi j'ai choisi ce cheminement de déjà me faire les dents, si j'ai envie de te dire, sur un poste comme ça où je suis quand même vachement libre, etc. Et où je suis confronté à mes propres démons. Parce que ce que j'ai découvert sur la solitude, c'est que on doit juste gérer nos démons intérieurs. C'est tout. Une fois que tu sais le faire, tu as acquis cette compétence. Il y a des gens qui ne savent pas le faire parce qu'ils ont toujours été habitués à être en comité, à être en présence de personnes amies ou moins amies, ou collègues, etc. Et c'est sûr que la transition fut difficile. Parce qu'on ne parle plus d'un contrat de 6 mois, on parle de plusieurs années en travaillant seul de chez soi et en ayant une présence une fois par an dans la boîte. J'ai eu une présence une fois par an dans la boîte, sauf la toute première semaine où j'ai passé une semaine parce que pour me former. Toi, j'étais à l'atelier, j'ai bossé comme tout le monde à l'atelier pour voir ce que c'était que le travail physique. J'ai travaillé aussi à la réception des logistiques, des camions, des colis. Toi, j'ai soulevé des colis toute la journée, j'ai fait tout le travail de base en fait. Et ça, je trouve que c'est pas mal parce que ça m'a montré le métier vu de l'intérieur. Et ça, c'est toujours intéressant quand tu arrives dans une boîte. Mais à part ça, voilà. Et donc, justement, moi qui étais quelqu'un qui n'arrivait pas à gérer ses émotions, tout ça, bah, maintenant, je suis obligé de... Mon quotidien, c'est de gérer des émotions qui sont des fois vraiment pas faciles. La solitude... Alors, après, je triche. J'ai mes chaînes YouTube. Et ça, c'est vraiment un cheat code. Grâce à ça, tu brises un petit peu ta solitude et tu es dans une optique d'ouverture sur le monde. Et voilà ce que permet YouTube. Et ça, tout de suite, ça transforme cette solitude qui pourrait paraître monacale. C'est-à-dire que j'ai pas d'amis, tu vois, j'ai juste ma famille que je vois de temps en temps. Alors c'est déjà énorme, c'est aussi un cheat code en fait. Après, je pourrais te dire ce que vraiment est la solitude si vraiment, par exemple, je quittais la France ou un tout. Tu vois, il n'y a rien qui m'oblige puisque j'ai déjà le minimum vital, c'est-à-dire ma famille, un petit peu de contact dans mon travail, mais vraiment léger, et puis ma chaîne YouTube. Et c'est cette alchimie-là qui, aujourd'hui, me permet d'aller en douceur vers cette autonomie d'esprit. Et on pourrait croire que l'autonomie d'esprit, tu l'as vers 30 ans, machin. Non, c'est pas vrai. En fait, tu peux avoir 60 ans et toujours pas être autonome, en fait. Il n'y a pas d'âge pour devenir autonome et c'est pas quelque chose qui arrive automatiquement comme les antibiotiques. Il n'y a pas d'âge pour être autonome de pensée. Ça dépend simplement de ce que tu as vécu. Si, en quittant tes parents, tu t'es tout de suite marié, je vois par exemple mes parents, ils ont quitté leurs parents pour être avec quelqu'un. Donc ils n'ont jamais rencontré de période seule. Et je vois psychiquement, ils sont très dépendants des autres en fait. Ils ont énormément de mal à affronter les choses seuls. Et je peux les comprendre, parce que j'étais comme ça. Mais en fait, les principaux problèmes de la vie sont dans notre tête. Les principaux freins sont dans notre tête. Les freins au bonheur, les freins même, je dirais presque à la réussite, mais là c'est encore un autre domaine parce qu'on rentre dans plus une vision égoïste des choses, mais dans une vision non égoïste où on reste juste dans une politique de se dire qu'est-ce qui fait que je peux être heureux? Mais c'est toi. En fait, c'est toi, si tu rentres dans ces considérations-là, c'est toi et personne d'autre. Si tu attends des autres le bonheur, t'es bien dans la merde. Si tu attends que ce soit ton patron, moi je n'attends plus que mon patron vienne me féliciter. Si tu veux, mon patron, c'est assez rare qu'il me félicite, et je lui demande pas. En fait, j'aime bien la notion de dureté dans le travail. J'aime pas quand ça commence à faire des mièvreries. Non, non. En fait, tu dis ce que tu penses sur mon travail et tu le dis de manière féroce. Et moi, je m'adapte, c'est mon métier. Pas de gants à prendre, pas d'émotionnel. Et ça, c'est ça qui fait évoluer. Si tu te retrouves dans des trucs où on est tout le temps gentil avec toi, un petit peu à l'américaine,
Oui, nous pensons que tu pourrais peut-être éventuellement t'améliorer, mais nous n'osons pas vraiment te le dire. Nous, en France, on n'a plus cette capacité d'envoyer directement dans les dents de quelqu'un. Là, ton travail, c'est de la merde, hein. Et après, en fait, c'est là que tu vois que tu es solide ou pas sur tes jambes. Si t'es pas solide, bah, tu vas traverser une tempête, ou soit tu es content. Moi, quand on me fait une critique, maintenant, je suis... Tiens, je vais te donner une anecdote là-dessus. C'est que... Et après, on finira, j'essaierai de pas oublier, on finira sur les avantages du mode hybride de nomadisme que j'ai trouvé. Est-ce qu'il y a des avantages? Mais juste avant ça, pour en finir là-dessus, eh bien, je vais te raconter une anecdote. J'étais à mon travail et il y a une personne qui s'est manifestée auprès de moi pour apporter un certain nombre de critiques sur mon travail. C'est quelqu'un qui est sorti un petit peu du bois comme ça, qui est de nulle part, tu vois, et qui m'a eu un pas, je vais te dire par surprise, mais presque, parce que j'étais pas prêt. Tu vois, je m'étais pas préparé à son regard, en fait. Je m'étais pas préparé à devoir, comment dire, être soumis à son jugement, et donc mon travail n'était pas préparé pour ça. Tu vois, mon travail était préparé pour mes dirigeants, pour mes managers. Donc, mon travail était dirigé envers eux, et c'est le principal. En fait, normalement, tu n'en as rien à foutre de ce que pense X, Alphonse ou Y. Déjà, tu es content de contenter tes employeurs. Mais cette personne-là n'est pas de l'équipe dirigeante, mais elle est assez haut placée, elle a assez de bouteilles pour quand même pouvoir ouvrir sa bouche auprès de moi. Et elle est arrivée et elle m'a envoyé 4-5 missiles dans la gueule, même plus. Ça m'a pas déstabilisé sur le plan professionnel, hein, et ni sur le plan humain, tout ça, parce que j'ai acquis le niveau qu'il faut d'autonomie mentale, c'est-à-dire que j'arrive à dissocier le jugement que je fais envers moi-même et le jugement des autres. Parce que c'est ça qui permet, et je dirais que la solitude le facilite ce processus. Parce qu'il est plus dur quand tu es tout le temps entouré de bruit, de gens, parce que les gens, ils t'empêchent ce retour envers toi-même. Mais quand tu es beaucoup justement dans l'isolement, comme je l'ai été ces 3 dernières années, savoir où sont tes faiblesses et être content de pouvoir t'améliorer, parce que maintenant, c'est ça qui constitue un petit peu mon train de vie. Enfin, mon train de vie. Mon objectif de vie, c'est de m'améliorer au lieu de pleurnicher. Tu vois, au lieu de pleurnicher, bah ouais, ça je sais pas faire, ça, nanani, nanana. Bah non, maintenant, dès que je détecte des choses à améliorer, bah, j'essaie de les améliorer. Tu vois, que ce soit sur mes chaînes YouTube, que ce soit à la roulette, que ce soit n'importe quoi. Oui, parce que en fait, et ça, il faut le bénir parce que vu que tu es dans la solitude, c'est plus rare les critiques. Donc finalement, en fait, globalement, ça revient à une question. Est-ce que tu préfères que vraiment personne ne te regarde et donc que tu ne reçoives jamais de critiques, ou est-ce que tu veux que quelque part on te regarde un peu et qu'on te critique un peu? La solitude, elle va permettre ça parce que la solitude n'existe jamais à 100%. Tu auras toujours des brèches dans ton système, dans ton château fort. Moi, j'ai essayé d'être le plus solitaire possible, mais fatalement, le monde extérieur, l'univers, finit toujours par venir te cueillir à froid, Mais là, à ce moment précis, bah, tu bénis cette prise d'information, ce feedback, tu le bénis parce qu'il est rare. Comme tu en as assez rarement, tu es content qu'on vienne te donner finalement des pistes, des axes, donner du sens. Parce que, en fait, il n'y a qu'un truc d'important dans la vie, c'est le sens. Quand tu n'as plus de sens, tu te suicides. C'est le sens de la vie qui permet de ne pas se suicider, alors qu'à la base, il n'y a pas de sens. C'est ça qui est insensé. Il n'y a pas de notice qui arrive sur Terre en te disant « voilà ce qu'il faut faire ». Mais attention, je ne dis pas qu'il faut baser toute sa vie sur le développement perso, j'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que tu peux avoir une phase aussi dans ta vie comme je suis en train de vivre, peut-être qui permet... En fait, j'ai l'impression de pouvoir là vraiment me consolider, me construire pour l'avenir. Si demain, par exemple, j'ai envie de faire une famille, j'aurai les reins assez solides parce que mon mental sera fortifié. Si tu es fragile mentalement, tu peux rien construire avec quelqu'un, par exemple. Donc là, je suis en train de me fortifier et c'est sûr que à l'intérieur de ça, le sens est assez facile. C'est justement ça, arriver à être fort. Parce qu'une fois que tu l'auras atteint, peut-être que là, tu vas découvrir le vide ultime. Parce que là, je n'ai pas encore rencontré le vide ultime. Tant que j'ai des axes d'amélioration, tu vois, je peux améliorer mes finances, je peux m'améliorer sur le plan de la résilience, tu vois. Il y a plein de domaines où je peux m'améliorer. Ça, c'est clair. Et donc, tant que tu es dans cet axe-là d'amélioration, mais quelque part, tu pourrais dire, en fait, si tu peux toujours t'améliorer, ça veut dire que jusqu'à la fin de tes jours, tu peux suivre cet axe-là. Et je vois mon père qui a 74 ans, il est encore dans cet axe-là, parce que figurez-vous qu'il se met à apprendre des nouvelles langues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ça lui fait du bien. Ça le fait travailler son cerveau, sa mémoire.
Et ça, tu vois, moi je l'ai mis sur Super Mario Bros. Il a déjà fini le Super Mario de la Nintendo DS. Alors du coup, je lui ai fait sauter, enfin, je lui ai fait revenir en arrière sur un Super Mario qui était plus dur, sur Super Nintendo, tu vois, un peu plus dur celui-là. Donc là, il en chie un peu plus et c'est bon pour lui. Et ben parce qu'en fait, il faut toujours s'améliorer, toujours s'améliorer. Et voilà le sens de la vie. En fait, il y a beaucoup de philosophes qui ont dit oui, il n'y a pas de sens à la vie. Bon, il y a Albert Camus qui a été célèbre pour la vie est absurde. Ben non, la vie, elle n'est pas absurde quand tu sais la regarder de cet angle-là, cet angle de dire, bah, en fait, je suis imparfait et je le serai toujours. C'est dur à accepter. Mais je pense que moi, j'ai vécu ça. Je pense que c'est ça qui a été quelque chose de fondamental dans mon évolution sur ces dernières années. C'est ce moment où tu comprends que tu n'es jamais arrivé nulle part. Parce que je m'étais trompé, je m'étais cru, comme je vous ai dit en début de vidéo, je m'étais cru arriver au bout de la destination. En disant, ça y est, j'ai mon poste en CDI, en télétravail, machin. Eh ben non. Maintenant, ce que je vise, c'est à améliorer tout ça, à continuer, à ne pas m'arrêter et surtout à être prévoyant, prévoir les situations qui pourraient me tomber. Parce que c'est un gros travail déjà d'être résilient. Résilient, c'est prévoir ce qui pourrait partir en cacahuète et essayer de, tant que faire se peut, mais avec les pauvres moyens d'humains qu'on a, parce qu'on n'est pas des super machines, on n'a pas des super cerveaux, bah, avec nos moyens du bord, essayer d'être le plus résilient possible pour ce qui pourrait se passer pour l'avenir, et puis en se disant, bon, bah, ma foi, si j'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave, hein. Tu sais, c'est game over, et voilà, c'est comme un jeu vidéo. La vie, elle peut se finir par un game over, et c'est pas grave. Ça aussi, il faut l'accepter. Il faut accepter que ça peut faire game over. Une bombe tombe du ciel, qu'est-ce que tu veux y faire? T'as beau avoir prévu des comptes en banque séparés, des je sais pas quoi, s'il y a une météorite qui décide de tomber sur ta bagnole, bah, c'est comme ça. Voilà, point. Donc, ça a été deux prises de conscience très importantes, selon moi. C'est il n'y a pas de destination. T'auras beau faire, tu vas rencontrer l'amour, tu vas faire des enfants, tu vas faire ci, tu vas faire ça, mais à chaque fois, ça te ramènera toujours à la case départ. Et plus tôt tu l'auras compris et accepté, plus tu as compris que ta vie est un éternel changement, chaque jour qui se fait le matin, tu renégocies. Par exemple, tous les jours, je dois réaffronter mes démons. Les démons, quand tu es seul, ils sont là tous les jours. Bah, les démons, c'est le démon, la peur de l'avenir. C'est le démon de la comparaison, se comparer aux autres. C'est le démon de ce que tu ne possèdes pas, etc., etc. Le démon de l'ego. Le démon aussi de la fainéantise. Parce qu'on a tendance à vouloir quoi? À se foutre dans un hamac et attendre que ça se passe. Voilà ce qu'on voudrait. Qu'est-ce qu'on voudrait pas? Mais voilà, on voudrait se foutre dans un hamac au bord de la piscine avec un petit magazine de jeux vidéo et voilà, poser, tranquille. Pourquoi se faire chier à bosser, à machin? Malheureusement, il y a quelque chose qu'il faut accepter et que malheureusement j'ai toujours eu du mal à l'accepter dans ma vie. Mais en fait, notre problème à régler numéro un, c'est quoi? C'est manger. Manger et éventuellement avoir un toit. Mais le plus important, c'est manger, boire. Après, hygiène, maison, viennent après, etc., etc., pyramide de Maslow, vous savez. Vous connaissez la musique. Donc, alors un petit tour de paysage, regardez-moi ça. On revient sur nos pas, hein, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Je reviens vers moi parce que j'ai atteint un espèce de... Bah, il y avait une côte là-bas que je ne pouvais pas faire, donc j'ai abandonné. Donc on est de retour sur nos pas. Donc, qu'est-ce que je disais? On veut tout simplement pas accepter que tous les choix qu'on fait découlent de ça. Si demain tu te retrouves dans un stage pourri, tu es là, tu sors de tes études, tu es dans un stage pourri, le patron il te fait faire le café, il te parle mal, t'apprends deux trois trucs vite fait, bah c'est comme ça, tu dois l'accepter. Toi qui m'écoutes, c'est le prix à payer pour passer à l'étape supérieure. Tu fais le dos rond et tu te dis que c'est pas de ma faute, c'est ni de sa faute, c'est ni de ma faute, il n'y a pas de fautif. Je suis en train de vivre une situation à la limite du toxique et je l'ai vécu. Tu vois, j'ai vécu ces stages toxiques où tu te confonds à la dure réalité entre ce que toi tu croyais du monde de l'emploi et ce que tu découvres en y arrivant, tu vois. Parce que bon, eh bien, il y a une différence. Et la différence, tu la sens des fois au sein... En général, stagiaire, c'est jamais facile. Faut pas croire, hein. C'est pas parce que tes tâches sont censées être à la marge, c'est pas parce que tu es censé être un grain de sable dans un énorme truc qui marche déjà sans toi que toi, tu galères pas. Donc, dis-toi, si tu es en train de vivre ça, que c'est simplement parce que tu as besoin de répondre à cette question fondamentale et que tu fais pas ça pour rien. C'est pas en train de gaspiller ton temps ou tu vois, de cracher en l'air. Non, tu es en train de construire ton avenir et quelle que soit la période difficile que tu es en train de vivre, moi j'en ai vécu beaucoup,
où tu es en galère. Moi, j'ai fait des tafs, je t'explique même pas, tu vois, des tafs qui veulent rien dire. Par exemple, j'étais gardien de portail d'autoroute. Tu sais, quand il y a des travaux sur l'autoroute, il faut bien qu'ils rentrent, mais ils rentrent pas forcément par l'entrée avec les barrières. Ils ont plutôt des portes sur le côté de l'autoroute et ils rentrent par là. Mais comme c'est un peu sécurisé, ils mettent un gars, tu vois, en chasuble au bord, et c'est moi le gars. Et des fois, je restais toute la nuit dans ma bagnole à côté de la porte, et puis dès que je voyais les phares d'un camion arriver pour rentrer, hop, je sortais de la bagnole, hop, j'ouvrais la porte, hop, le camion rentrait. Et tu vois, je faisais ça toute la nuit, ou des fois la journée en plein soleil. Et là, je te raconte que c'était vraiment galère, mais c'est des tafs d'hurluberlu, quoi. Tu sais, et en fait, les mecs, en plus, les mecs, ils se foutaient de ma gueule. Ils faisaient, ah, t'as la vie d'artiste, toi. Tu vois, ils se foutaient de ma gueule, tu sais, les routiers, les mecs, les artisans, les bidules. Les mecs, ils rigolaient, tu sais. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais, toi? T'es ouvreur de porte. T'es portier du néant, quoi. Mais en fait, je me rendais pas compte que c'est une petite brique supplémentaire dans mon parcours. C'est une brique qui te permet d'avancer. Et ces petites briques, tu les empiles, et des fois, tu n'en vois pas le bout. Moi, je voyais pas le bout des galères. C'était galère, galère, galère. Et un jour, enfin, je me stabilise et je prends le temps de me construire. Parce que là, non seulement cet emploi que j'ai actuellement m'a laissé le temps d'être capable de me confronter à mes propres idées, quelles qu'elles soient, et essayer de trouver un juste milieu entre pas trop travailler, mais travailler, etc. Ne pas me laisser aller à cette fainéantise qu'on a naturelle, parce que c'est ça qui est le plus dur. Quand tu es seul, en fait, tu dois batailler contre ta fainéantise et contre la facilité. C'est sûr que si tu passes ton temps chez toi à regarder Cyril Hanouna, à boire des binous, à manger des chips, et que de temps en temps tu ouvres ton ordi en espérant qu'à la fin tu aies des résultats, moi j'ai des résultats qui sont exceptionnels parce que je bosse de manière régulière et en pleine conscience. Je préfère travailler moins peut-être, mais en pleine conscience. Et c'est ça aussi le truc très important, c'est que pourquoi tu es feignant? Parce que tu veux en faire beaucoup. Tu sais, tu veux empiler les tâches, tu veux gloutonner, tu vois, tu veux empiler, faire beaucoup, machin, et ça dégoûte. Ça dégoûte et on n'arrive à rien, mais ça c'est parce que la société nous impose un peu sa cadence. Il faut produire vite, bien, machin. Mais surtout quand tu as un travail un minimum créatif, eh ben, ça vaut rien comme façon de penser. Mais moi j'avais un peu cette façon-là. Moi je voulais créer de manière industrielle. Ben non, on ne crée pas, on n'a pas de nouvelles idées de manière industrielle, ça n'existe pas. Donc par contre, ce qu'il faut, c'est que tu sois en pleine conscience de ce que tu fais. Il faut mieux que tu refuses. Par exemple, si tu es en train d'allumer ton ordi, et tu sens que ton doigt, il a du mal. Tu sais, ton doigt, il rippe. Il n'a pas envie de travailler. Ça arrive. Moi, j'ai des jours comme ça dans le mois. Et en fait, je sais que de temps en temps, il y a des jours comme ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que je rattraperai. En fait, justement, moi, j'ai mis en place un système de suivi. C'est obligatoire. Selon moi, c'est obligatoire que tu aies un minimum de suivi de ta productivité. C'est absolument... Je sais pas. Alors, peut-être que c'est moi qui affabule et que c'est que personnel, mais pour moi, c'est absolument colossal d'avoir un système de tracking de ce que tu fais pour justement pouvoir rattraper ces moments-là et ne pas psychoter, dire merde, aujourd'hui, j'ai pas envie de bosser, du coup, j'ai pas bossé, mais du coup, je psychote toute la soirée. Non, avec un système de tracking, tu sais que tu auras une occasion de te refaire. C'est un peu comme à la roulette. Tu vois, tu auras l'occasion de, tiens, il y a un dimanche qui est assez pourri, tu sais pas quoi faire. Bah tiens, je vais rattraper cette journée que j'avais pas fait. Donc oui, ça peut m'arriver de travailler un dimanche, tu vois, mais bon, c'est pour rattraper quelque chose, tu vois. Donc en fait, c'est logique. Tout ça, en fait, c'est ça qu'il faut bien voir, c'est qu'une fois que tu as ton système de tracking, ne se pose plus la question de la fainéantise, soi-disant que, bah justement, comme je disais tout à l'heure, les boîtes, elles pensent qu'on est feignante parce qu'on est chez nous. Oui, dans certains cas, je peux le comprendre. Si ton taf, c'est de cliquer toute la journée sur des images de porno pour les trier, par exemple, ou chercher des images d'horreur sur Facebook, tu vois, il y en a, c'est leur métier. Ils cherchent des images horribles que les gens uploadent pour les filtrer, pour dire les rejeter. Et donc, des fois, ils tombent sur des cadavres, ils tombent sur des horreurs. T'imagines le boulot? Et il faut faire ça à la chaîne. Bon, heureusement, depuis l'avènement de l'intelligence artificielle, ces travaux-là, à mon avis, n'ont plus sens, n'ont plus cours. Mais ils ont eu cours il y a encore 3-4 ans, tu vois, avant l'arrivée de ChatGPT, tu vois, avant l'arrivée de tous ces mid-journées et compagnie. Donc, tu vois, oui, je veux bien comprendre que pour certains tafs, tu y vas plutôt en reculant et c'est tout à fait naturel. Moi, non. Moi, je bosse parce que j'y prends plaisir. À partir du moment où tu prends plaisir à ce que tu fais parce que tu es en pleine conscience, voilà. Après, évidemment, des deadlines, il y a tout ça, et ça, tu peux rien y faire. Donc, il faut les vivre de pleine conscience. En fait, tous ces problèmes-là, faut les laisser infuser en toi, mais sans qu'ils ne te détruisent, et en les acceptant. Oui,
c'est stressant le monde du travail. Oui, je te dis, je travaille de chez moi, tout ça, mais j'ai des deadlines. Par exemple, là, je sais que j'ai une deadline, c'est juillet, tu vois. Je sais que juillet, il faut que tout ce que je suis en train de faire soit bien avancé, soit quasiment plié. Et je sais que c'est faisable, mais je sais que ça va être tendu. Et je sais aussi qu'il y aura des impondérables. Tu sais, dans les grands projets informatiques, dans les grands bidules, tu vois, c'est des machins où il y a toujours des impondérables. Là, j'en ai pris plein la gueule, des impondérables. Ça, j'ai apprécié parce que moi, je le prends comme des défis de futurs entrepreneurs. Si déjà dans mon travail aujourd'hui, je suis capable de gérer des imprévus de toutes sortes à l'intérieur d'un job salarié, bah peut-être qu'un jour, quand il faudra que je monte un site internet, une start-up, un SaaS, n'importe quoi, je sais pas, ou que j'aille partir élever des brebis dans les Landes, j'en ai rien à foutre. C'est la même chose, c'est le même problème, si tu veux. C'est d'avoir cette capacité de gérer l'imprévu. Que ce soit gérer des animaux, que ce soit gérer des humains, j'ai envie de te dire, que ce soit de gérer simplement des agents IA, parce que tes agents IA, des fois, ils pètent. Tu vois, ok, tu fabriques une entreprise virtuelle demain, et c'est pas parce que tu auras des agents IA qu'ils vont pas péter, il faudra les débugger. Des fois, il y en a, ils vont partir en freestyle et en sucette. Enfin, tu vois, comme je te dis, ne crois pas que la technologie est une manière de te sauver, mon coco, hein. Ça aussi, les gens pensent que, bah oui, maintenant, si tu veux, on a les smartphones, on a les IA, on a ci, on a ça. Hamac, magazine, coconut. Je me laisse aller au soleil. Non, être nomade n'est pas forcément synonyme de farniente. Bien au contraire. Non, 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 c'est juste synonyme d'avoir beaucoup d'imagination, d'être stimulé, d'être créatif, parce que voyager, ça te stimule de tout ce que je suis en train de te raconter. Moi, je suis parti, je savais même pas ce que j'allais dire. Mais en fait, c'est les arbres qui me parlent. Tu vois, en fait, ce que tu es en train d'écouter, c'est pas moi. Ce petit sapin me donne des idées, ce grand sapin. Tu vois, donc oui, le nomadisme, c'est ça, c'est avoir des idées. Mais c'est pas être feignant ou rien foutre, ou se laisser aller, ou être forcément heureux, béat, avec un sourire jusqu'aux joues. Parce que c'est encore une fois de plus, ce que tu apprends dans la solitude, c'est que le bonheur, c'est un mot valise en fait. Si tu commences à essayer de poser le mot bonheur sur toi, ça se transforme fatalement en sensation de mal-être. Tu vois, que tu peux mourir n'importe quand, mais tu peux à la fois être conscient d'un truc cool en même temps. C'est-à-dire que tu peux être à la fois conscient d'un truc à la fois très horrible, bah, c'est qu'on va crever comme des rats, comme des merdes, et que tout le monde nous oubliera. Ça, c'est le côté sombre. Mais que tu peux annuler les effets de ça quelque part en profitant plus du moment présent. Parce que si tu profites mieux du moment présent, que tu es plus en alignement, bah, c'est comme si tu fabriquais du temps et que c'est comme si tu éloignais la mort. En fait, surtout, tu éloignes l'idée de la mort. Parce que la mort, on ne la connaît jamais. Une fois que tu es mort, tu n'es plus sur Terre. Donc, tu ne la vois pas en elle-même. Tu peux la voir arriver, tu peux sentir tes derniers instants arriver, mais la mort en elle-même, c'est pas quelque chose qui s'expérimente. Donc déjà, ça peut atténuer ta peur. Tu sais que la mort, tu ne la verras jamais. En fait, tu ne verras que la veille de la mort, où tu sentiras ton corps te dire au revoir. Mais une fois que ça se sera fait, bah, tu n'auras plus du tout d'existence terrestre, en tout cas. Tu auras peut-être une existence ailleurs, sous une autre forme, mais de manière terrestre, en fait, tu ne peux pas connaître la mort de manière terrestre. Par contre, tu peux connaître la vie de manière terrestre. Voilà ce que tu peux faire. Là, je suis en train d'expérimenter vraiment la vie, alors que la mort, c'est pas possible de l'expérimenter. Tu peux juste y penser, mais c'est vague, c'est flou. Tu sais, c'est comme la pensée du néant, en fait. Penser au néant, c'est pas possible, parce que ton cerveau, il est en dehors du néant. Donc quelque chose qui n'est pas dans le néant ne peut pas penser le néant, parce que ce n'est plus le néant. C'est le néant plus quelqu'un qui réfléchit au néant. Le néant absolu, ce serait impossible de l'expérimenter, puisque tu es dedans obligatoirement. Si tu n'y es pas, c'est un vrai néant. Mais si tu n'y es pas, donc ça veut dire que tu n'existais pas. Donc si tu n'existais pas, l'équation de départ est fausse. Donc tu vois, c'est un serpent qui se mord la queue éternellement. Donc là, tu ne peux pas le visiter. Par contre, tu peux visiter la planète, qui est du bien, c'est du solide, c'est du vrai. Et en faisant ça, eh ben, tu ressens, ouais, là, si tu me dis le mot bonheur, ouais, quelque part, là, je ressens un ersatz, on va dire, de bonheur. Parce que le bonheur, si tu veux, j'aime pas ce mot-là, parce que il suffit que tu sois dans un mauvais jour et tu vas dire, bah finalement, je suis malheureux. Mais non, en fait, un mauvais jour, dis-toi que c'est une phase du process. C'est comme dans les process, tiens, je te donne un exemple. Tu es entrepreneur. Parfois, tu vas devoir licencier. C'est quelque chose de pas rigolo. Tu vois, moi, j'ai été licencié dans ma vie. C'est quelque chose que, des fois, on l'a fait avec un certain manque de respect, je trouve. Et puis, moi, je ne l'ai pas forcément bien vécu pour des raisons qui me sont plus propres, on va dire, qu'avec des raisons véritables. Mais, si toi, tu es entrepreneur, c'est à toi que va incomber cette lourde tâche. Eh bien,
ça te montre que même dans un truc qui est soi-disant parfait, c'est une entreprise qui marche. Tu as une entreprise qui marche, qui te rapporte de l'argent. Et donc, elle est censée te rapporter un bonheur total. Ouais, sauf qu'à l'intérieur de ce beau mirage, tu as des tâches ingrates qui vont continuer d'arriver. Un licencié, c'est convoquer quelqu'un dans son bureau pour le licencier, même si ta boîte va bien, même si toi tu vas bien, ta famille va bien, ta femme va bien, tout va bien. Là, l'espace d'une demi-heure, tu vas faire un truc qui peut-être te rend mal à l'aise ou te dégoûte profondément. Mais tu n'as pas le choix. Tu vas devoir licencier cette personne et peut-être lui gâcher son existence, peut-être, tu vois. T'en sais rien, tu vois. Ou peut-être qu'il ne retrouvera pas de boulot, mais tu es obligé de le faire au nom d'un intérêt un petit peu plus personnel que celui de la personne et un peu plus global parce qu'il y a d'autres gens qui sont en ligne de compte. Donc en fait, la vie c'est pareil. La vie c'est un peu comme une entreprise. Tu as des mauvais jours. C'est un peu comme ces jours-là où tu dois licencier. En fait, tu as des jours où pour toi, voilà, c'est que tu dois accepter les jours sombres sans les juger et en jugeant le tableau total. Tu te situes. Bon, je vais revenir un peu par là parce que j'aimerais finalement me pique-niquer là-bas, vous savez, où on a vu les gens tout à l'heure. Les gens, ils étaient en train de pique-niquer là tout à l'heure. Bon bah je vais me mettre là où ils sont, je serai en plein soleil, parce que là je commence à avoir une putain de dalle, là je vous explique pas, j'ai pas déjeuné, il est quelle heure? Il est 13h49, putain. J'ai juste bu mon café ce matin et un jus de tomate, tu vois. Mais j'ai fait exprès pour me détoxifier un petit peu, parce que hier j'ai mangé une pizza qui était pas terrible. J'étais dans une espèce de boui-boui hier à Gérardmer. Bon, je dirais pas c'est où pour. Il mérite pas qu'on leur remette un tel. Parce que le mec il me fait en plus. T'inquiète pas, elle est super belle, elle va être super bonne la pizza. Le mec, ouais d'accord, je cause toujours. La pizza c'est un truc surgelé qui m'a sorti de je sais pas où. Donc là je suis en détox mais là j'ai faim, tu vois. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, le jugement. Voilà. En fait, les idées négatives ne sont que du jugement. Mais à un moment donné, il faut apporter jugement aux choses. Tu peux pas dire, bah moi, je suis Jean-Kévin et je ne juge jamais rien. Je suis un bloc de marbre. Mais si, au bout d'un moment, tu es obligé de faire des jugements. Le tout, c'est de bien voir où sont ses priorités. Tu vois, je crois que c'est seulement ça, en fait, le truc. Et là, pareil, la solitude t'aide à atteindre ça, parce que on peut se prendre la tête sur tout, tu vois. Un gars qui t'a mal regardé, quelqu'un qui t'a fait un commentaire bidon, quelqu'un qui t'a critiqué sur sa chaîne. Mais moi, il y en a, ils sont en train de me critiquer, là, sur leur chaîne. Tu vois, je dirais pas leur nom, mais je m'en fous, je vais même pas voir, je m'en bats les couilles, tu vois, je les laisse parler, j'en ai rien à cirer. En fait, il faut apporter du jugement là où c'est nécessaire. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire de juger cette journée pourrie où tu as reçu un appel du fisc, tu as reçu une lettre de relance de je sais pas quoi, il pleut, tu as mal au bide, tu as chié de travers? À quoi ça sert de prendre cette journée-là comme vérité ultime? Elle n'est pas plus vérité que la journée que je suis en train de vivre. Oui, je ne peux pas non plus prendre comme vérité absolue cette journée-là que je suis en train de vivre, parce que déjà, parce que comme je te l'ai dit en début de vidéo, tout peut s'arrêter. Demain, ce qui aujourd'hui me permet de faire ça, demain ne le sera peut-être plus. Ou demain, si jamais il fait que de pleuvoir, et que je sais pas, ou il fait trop chaud, il peut y arriver n'importe quoi. Tu vois, je veux dire un truc, le réchauffement climatique, je commence un peu à y croire, mais je pense que c'est pas forcément l'homme qui en est la source. Mais imaginons qu'un jour il fasse ici une chaleur de 50 degrés. Bon bah là, les petites balades comme ça, ce sera moins la mode, tu vois. Enfin bref, on ne sait pas. Voilà. Mais donc de tirer des vérités générales. En fait, ce qu'il faut, c'est arbitrer des choix qui soient simples, tu vois. Et en général, par exemple, les choix d'argent, ils sont assez simples. Tu peux faire le choix du minimaliste. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai acheté une cafetière. Tu vois, j'ai hésité entre la cafetière à 50 balles toute conne et puis une à 150 balles qui moule café. Toi, tu mets tes grains de café, ça moule café, machin. Et ben, j'ai pris la machine à 50. L'ancien moi du passé, le Hervé Desbois du passé, d'il y a 3-4 ans, aurait acheté la machine à 150. Mais en fait, ça, c'est des détails. En fait, la vie, elle se joue sur ce genre de détails. Pas sur des grandes philosophies du bien, du mal, Baudelaire ou je sais pas quoi. Non. En fait, les détails. Qu'est-ce que tu vois? C'est des trucs cons. Et là, tu as le droit de juger. Là, je te donne l'autorisation. Vas-y, jette-toi dans l'eau. Juge. Mais par contre, juger les personnes, est-ce que j'ai pas de la chance? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que si, est-ce que ça? Et ben ça, c'est tous des merdiers que tu vas retrouver chez Hanouna. Tu regardes une heure d'Hanouna, c'est toutes ces questions-là qui vont popper dans ton cerveau, comme du popcorn. C'est le monde moderne, c'est les conneries. Et justement, moi, c'est pour ça que le nomadisme, forcément, passe par de la solitude et protège de tout ça, à la fin. Parce qu'en fait, c'est sûr, les gens me montrent du doigt. Tu vois, mon voisinage, certaines personnes ne comprennent pas.
Le mec, il a pas de femme, pas d'amis, il travaille seul, bidule, machin. Ouais, mais j'ai cette liberté-là. Et c'est ça que je veux en venir, c'est à la fin de tout. En fait, à la fin, tu obtiens quelque chose de tes sacrifices. Oui, je sacrifie mon cerveau d'Hanouna. Je peux bien m'en passer. Tu vois, finalement, je sacrifie le Hanouna. Je sacrifie les bêtises des réseaux sociaux. Je sacrifie TikTok. Je sacrifie des tas de choses que les gens font, que eux, ils utilisent au jour le jour. Je sacrifie la télévision. Ça, c'est très important. J'en regarde très peu. Quand je regarde, là, tu vois, hier, j'ai regardé, j'ai fait que des zappés. Et après, quand je tombe sur un documentaire intéressant, tu vois, qui se passe sur un pays, tout ça, je regarde. Mais les émissions de télé-réalité et compagnie, c'est le cancer du cerveau. Parce que ça va forcément t'apporter des problématiques qui n'ont rien à voir avec toi-même et ta propre personne. Et en fait, en vérité, ce qui est important, c'est ça. Et donc, tout ça pour dire que nomadisme, solitude, machin, développement personnel, discipline et tout le tintouin, c'est pour obtenir ça à la fin. Juste ça, cette liberté, qui n'est que d'un jour. Là, là c'est 3 jours. Je passe 3 jours, mais c'est sur mon mois, c'est pas tout. Toi, là, on est fin du mois. Je peux te garantir que tout le mois, j'étais un petit peu dans la vie normale, quoi. Tu vois, voilà, tu fais pipi caca, tu fais tes trucs, mais tu sais, t'es pas en extase. Tu vois, donc en fait, si tu veux des journées d'extase, bah, il faut que dans le reste du temps, tu sacrifies des choses. Parce que tu vois, là, un mec normal, qu'est-ce qu'il aurait fait de son week-end? Bah, il serait resté devant la télé, il aurait même pas vu le soleil. Il serait resté devant ses jeux vidéo, ses machins, parce que tu vois, il aurait perdu le goût de l'extase. Parce que justement, tous ces machins-là, ils te font perdre le goût de la nature. Et là, toute cette vie de solitude, de nomadisme, de tout ce que tu voudras, de discipline, de travailler sur des écrans une partie du temps et que c'est quand même pas simple, et que c'est pour obtenir un truc bien concret à la fin. C'est ça, c'est cette liberté. C'est l'espace de cette journée-là, et tu l'entends à ma voix et à la sensation de plénitude que je ressens, je suis là, libre, mais totalement. Il n'y a absolument personne qui va me dire, écoute Coco, il est 14h, il faut que tu t'en ailles, ou ci ou ça. Non, si je veux, je reste là jusqu'à 23h. Si je veux, je dors au pied de ce tas de pierres. Si je rentre tout de suite, si je veux, je l'enregistre même pas, je l'upload même pas si je veux cette vidéo. C'est parce que je le veux bien. Et c'est ça, tout le but de mon existence, c'est d'obtenir ces petites phases-là, qui sont à elles seules l'explication, enfin l'aboutissement et l'objectif et la raison profonde de faire des efforts. Si c'est faire des efforts pour accumuler des biens sur un compte, pour augmenter ta promotion dans une boîte, dire voilà, je monte dans une boîte, on va me mettre chef, sous-chef, bidule, après je serai quart de chef, et machin bidule, et puis quoi? Ok, tu veux une médaille? Non. Donc en fait, il faut bien que tu comprennes que travailler, argent, ok. Parce que de toute façon, on remplit vite la prérogative dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est d'avoir à manger. Mais de l'autre côté du spectre, on ne peut pas se contenter que de ça. Toi, tu ne peux pas te contenter de dire, bah, j'ai un paquet de riz dans mon placard, stop, minimalisme, on arrête là. On arrête la réflexion, c'est bon, j'ai mon canapé, je me pose dessus, j'ai mon riz dans le placard, what else? Non, tu ne peux pas dire ça. Ce qui va se passer tout simplement, c'est que tu vas tout simplement chercher ces petits moments-là de plénitude, de grâce, en communion avec la nature. S'il y en a, ils n'ont pas des beaux paysages comme ça. Regarde, le mec qui habite dans un désert, il verra jamais tout ça. Il verra que du sable et c'est inappréciable. Peut-être qu'il va ressentir une certaine plénitude, mais là, ce que je vois là, c'est un paysage de carte postale qui m'appartient. Regarde, il n'y a même pas grand monde. Tout à l'heure, j'ai croisé deux perlimpinpins, mais regarde-moi ça. Je suis seul dans la vallée, avec une petite tache de neige là-bas, comme sur un chat géant, tu vois, qui a une tache sur le dos. C'est magnifique, franchement. Eh ben, faut bosser pour l'avoir, c'est tout. Et point à la ligne. C'est pas simplement bosser dans la vie pour avoir un grain de riz mes couilles. On n'en est pas de là. Enfin bref, manger, liberté. Voilà. Voilà le credo. Manger et liberté. Et entre les deux, tu as soit travailler, soit entreprendre. Mais là, j'ai réussi à trouver un mode hybride. Et c'est ça mon propos. Et je vais te dire l'avantage qu'il a, ce mode hybride, c'est que je maintiens mon goût de la crasse, mon goût du Lidl, mon goût de l'Aldi. Bah parce que toute l'année, je suis pas, comme je te disais tout à l'heure, je suis pas en vadrouille, ça dépend du temps. Tu vois, si là, il y a des périodes où il pleut, bah c'est tout, tu restes chez toi en mode je suis une sombre crotte, tu vois, et tu retrouves la force en toi. Parce que la force, il faut pas la perdre dans le luxe et le confort. Moi, il faut que, dans ma vie, je maintienne cette part de difficulté. Toi, cette part qui me fait sentir merdique.
Parce que sinon, j'apprécie plus après. Parce que tu vois, si là, tous les jours, je viens dans des paysages comme ça, tous les jours, bah déjà, bah, je ne vais pas bosser en attendant. Donc déjà, premier problème. Mais deuxième problème un peu plus sournois, je vais moins y prendre goût. Je pense que c'est un petit peu le problème de tous ces nomades. Ils partent en Thaïlande. Après, une fois qu'ils ont fait la Thaïlande, ils reviennent à droite. Ils repartent au Vietnam. Ils font ci, ils font ça. Ils des tas de papiers à remplir pour les consulats, les machins. Et le délire, tu vois. Et ouais, ouais. Mais franchement, la méthode que j'ai trouvée là, je te la conseille aussi. Bon, après, c'est personnel. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis, moi, j'ai pas la vérité infuse. Mais voilà. À un moment donné, trouver un équilibre entre journée sombre dont j'ai largement parlé tout à l'heure, ces journées-là où il n'y a rien à faire, c'est comme si tu licenciais quelqu'un ou comme si tu perdais ton chat, c'est la douleur, la vraie. La douleur parce que tu es seul, tu es seul chez toi, tu vois les gouttes de pluie tomber au carreau, c'est dimanche, il n'y a rien à faire, tu n'as plus de documentaire, tu n'as plus rien, tu n'as plus de musique qui t'intéresse, il n'y a plus rien, c'est le vide, c'est le néant. C'est là que tu rebondis, que tu retrouves de la force pour dire ok, je vais créer des choses, parce que la douleur c'est la meilleure des sources artistiques. Sans souffrance, pas besoin de s'exprimer. Si aujourd'hui je vais m'exprimer, bah, c'est quelque part, il y a une certaine souffrance chez moi. C'est la souffrance peut-être de la solitude, tu vois. Mais pas forcément, mais en tout cas, il y a quelque chose il y a un moteur derrière. C'est ça que je veux dire. Mon propos, c'est de dire, il y a forcément un moteur qui te tire à faire les choses. Et le luxe, comment dire, le confort, toutes ces choses-là, ça t'encourage pas. Tu vois, ça t'encourage pas à sortir les doigts du fion. Il faut que ce soit avec parcimonie. Là, je me considère dans le luxe. Tu sais, quand tu vois l'appartement que j'ai, j'aurais dû te le filmer d'ailleurs. Ça aurait été. J'essaierai de te faire un short. Ouais, je vais essayer de faire un short à côté. Pour montrer la vue que j'ai de Barbarian. C'est une vue de barbare. J'ai une vue de barbare pour 8 fois 3 même pour pas cher, quoi, tu vois, pour pas cher, je sais plus si c'est même pas 60 balles, tu vois, par nuit. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, le propos est que j'ai trouvé un moyen hybride et je trouve que si un jour je devais être vraiment digital nomade, il faudrait que je fasse perdurer peut-être une période hivernale où tu vois, je suis plus. Tu sais, l'hiver c'est la galère, tu vois. Il n'y a que dans les pays hivernaux qu'on peut connaître ça. Toi, si tu es en train de m'écouter depuis Marseille ou depuis le fin fond de l'Espagne, si tu as toujours vécu dans des saisons plates, où il n'y a pas de changement de saison et tout, moi je peux te garantir que quand tu habites dans les Vosges comme moi, ou enfin je suis au pied des Vosges, je suis juste à l'entrée des Vosges, je ne suis pas vraiment dans les Vosges, je suis à 50 km des Vosges, même pas. 20, ouais, je suis à 25 km des Vosges. Donc tu vois, je suis vraiment au pied des Vosges. Entre 25 et 50, tu vois, c'est dur à dire, mais parce que tu vois, ça commence. Près de chez moi, ça commence. Le relief commence un peu, si tu veux. Mais ce que je veux dire surtout, c'est quelque part, je déteste l'hiver, mais c'est un putain de moteur pour moi, quoi. Ça me fait avancer de ouf dans ma vie. Parce que quand tu dois affronter un hiver seul, dans ta maison, déjà, il faut chauffer, c'est galère. Moi, dans ma maison, tu vois, dans le creux de l'hiver, je peux monter qu'à 15 degrés. Tu vois, j'essaye d'être économe en énergie parce que ça coûte vite cher, hein. Tu vois, se chauffer, c'est pas donné. Tu vois, je t'apprends rien. Toi qui ne chauffes pas, tu as de la chance parce que chauffer, c'est une galère. C'est une galère. C'est un coût. Et puis, voilà. Donc, moi, j'ai quand même une maison à l'ancienne. Voilà, il y a un peu de déperdition de chaleur, j'imagine. Bon, j'ai jamais fait de recherche approfondie, mais je pense que je pourrais encore mettre de l'argent pour isoler les murs, etc. Bref, c'est un exercice de guerrier. Et je crois que j'en aurai toujours besoin pour être au top. Je pense que si je vais vivre dans ces pays chauds, là, comme ça, comme Marc Blue Sky, la chaîne de la vérité, être tout le temps dans le beau, je vais pas. Moi, j'ai besoin de ça parce qu'en fait, il faut que j'atteigne mon stade ultime intellectuel de puissance brute. Et je pense que je l'aurai atteint quand je serai entrepreneur, tu vois. Le moment où je serai entrepreneur, j'aurai retrouvé une espèce d'équilibre qui ne nécessitera plus que quelque part je me mette le feu au cul par moi-même par des hivers rigoureux. Et puis aussi une partie du mois, regarde le mois d'avril là, il y a toute une partie du mois où j'étais en mode non-voyage. C'est pas tout le temps que je prends la bagnole pour aller dans un gîte ou quoi que ce soit. Tu vois. Et donc on peut considérer aussi que ces parties-là, je ne sais pas si c'est possible pour un individu comme moi, d'être tout le temps dans la chaleur, dans le beau, est-ce que je serais autant productif dans le monde de l'internet, dans le monde du réel, dans le monde de la matière? Après, peut-être qu'il faudrait que je me contente de moins. Si je me contente En fait, si tu veux, tout est une question d'équilibre. Parce que tu peux très bien être plus dans le luxe avec justement moins de revenus. Parce que si tu es en fait, tu peux être dans le luxe, mais si tu n'as pas les revenus qui vont avec, ça ne va pas durer. Mais si tu es dans le luxe et que tu arrives à avoir, en le faisant,
avec des faibles revenus. Et ça, c'est ça que ça devient dur. C'est-à-dire que là, c'est ce que j'essaye un peu de faire aussi, quelque part. C'est que, en fait, ça me coûte pas cher ce que je fais. Mais comment dirais-je, qu'est-ce que là je me suis un peu embrouillé. C'est un peu, il y a une question d'argent quand même. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une question d'argent et d'équilibre qui est dur à trouver parce que d'un côté, fabriquer l'argent, ça nécessite du temps et le dépenser, ça va vite. Et puis surtout quand tu veux être dans, moi franchement, mais je serais heureux de faire ça tous les jours. Tu te lèves le matin, tu prépares tes casse-dalles, tu viens filmer, découvrir un nouvel endroit. Et puis ça se trouve, je serais même payé par YouTube pour le faire ou je ne sais qui ou TikTok. Peut-être, tu vois. Mais j'aurais peut-être pas, comment dire, voilà le vrai truc. Peut-être que je suis accro à ces galères-là. Tu vois, ces galères d'hiver pourri, ces galères de mois où tu branles rien en attendant férocement les 3 pauvres jours où tu vas te casser en fin de mois. Tu vois, je suis encore j'en ai encore besoin. Tu vois, j'ai encore besoin de ce mode mi-figue, mi-raisin, mi-galère, mi-plaisir. Mais pourquoi pas? Pourquoi il serait si déconnant finalement de dire je veux une vie totale de plénitude? C'est des questions à l'heure actuelle que je ne peux pas répondre. Parce qu'on n'a pas réponse à tout. C'est ça que je veux vous montrer aussi, c'est qu'on est imparfait dans notre réflexion. On a, tu vois, et c'est ça qui est bien, c'est qu'à la fin de cette vidéo, bah, je vais la terminer en ayant des nouvelles questions. Tu vois, et c'était le but. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Ciao.